la conférence. Donc, installez-vous bien et puis voilà, nous débutons déjà. Donc, comme vous le savez déjà, la semaine carrière donc, se veut être un événement des plus instruisants, donc durant lequel plusieurs cadres revêtiront l'une de leurs multiples casquettes, à savoir celle de conférencier et même porteur d'expérience, dans le but de nous édifier sur des thématiques minutieusement sélectionnées par le secrétariat aux affaires académiques de la FEDESUE pour ajouter aux Ivoiriens vivant en Europe de l'Est, que dis-je même, aux Africains, donc francophones, un plus de connaissances dans plusieurs domaines de la vie professionnelle. Voilà. Donc, hier, c'était avec une excitation des plus palpables que nous avons démarré cette semaine avec Monsieur Yao Enda, donc pour ceux qui étaient là hier, qui nous a édifié sur le thème suivant, donc comment se faire embaucher, c'est-à-dire avec des conseils sur comment écrire un CV, les aptitudes à avoir pour maximiser ses chances de pouvoir se faire embaucher. Donc, j'espère que ces conseils et puis ces directives-là pourront nous aider lorsqu'on va entamer cette vie-là, on va dire professionnelle. Voilà, donc quand nous serons en quête d'emploi et tout. Voilà, donc aujourd'hui, nous ouvrons une nouvelle page de cette palpitante semaine en abordant un nouveau thème, voilà, qui est le suivant. Les défis du développement des infrastructures en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, avant même d'entamer ce chemin-là, je vais donner la parole aux représentants de la fédération. Aujourd'hui, on ne va pas donner la parole aux représentants, mais à un ancien représentant de la fédération, un ancien président de la FEDESUE que nous aimons tous, surnommé Monsieur Fers, a.k.a. Serge Guela. Donc, s'il est là, je vais lui donner la parole pour qu'il puisse donner le mot d'ouverture. Monsieur Serge Guela, vous avez la parole. Ok, bonsoir à tous. Et c'est toujours un plaisir de participer aux différentes conférences de notre très chère fédération. Et aujourd'hui, c'est le deuxième jour de la semaine carrière. J'aimerais d'entrée de jeu remercier le président Ibrahim Kofi avec tout son bureau exécutif qui ont bien voulu permettre à ce que cette conférence et cette semaine ait lieu. En plus de cela, j'aimerais remercier le conférencier, M. Kwame Calvin Luc Vianney, et aussi lui dire grand merci d'avoir accepté de venir nous édifier sur les différentes thématiques dont il est l'expert. Merci aussi à tous ceux qui ont voulu participer à cette conférence. Voilà, on continue toujours de partager l'annonce de telle sorte que nos camarades puissent venir massivement à cette conférence. Sur ce, merci beaucoup et bonne conférence à tous. Merci, très cher président Serge Guela. Alors, donc, nous allons commencer. Donc, avant de donner la parole à notre conférencier du jour, j'aimerais dire à chacun, s'il vous plaît, de laisser déjà les micros fermés. Voilà, on va passer à... C'est-à-dire, il y aura un moment où on pourra poser des questions au conférencier. Donc, ça sera dans la deuxième partie de la conférence. Chacun aura la possibilité de s'exprimer. Ça sera juste en appuyant sur je sais pas comment appeler ça, le logo qui représente la main. Vous pourrez appuyer les 5 doigts en bas de votre écran et puis on pourra vous donner la parole pour poser toutes les questions que vous souhaitez. Voilà. Donc, comme vous le savez, étant donné qu'en Russie, nous avons plusieurs fuseaux horaires, donc il y a des personnes qui pourront pas se connecter. Par contre, vu que la conférence sera enregistrée, voilà, de surcroît, ils pourront la suivre, voilà, quand il fera jour chez eux ou, voilà, quand ils en auront la possibilité. Et je tiens également à préciser à tous les participants de la conférence, il y a un lien Google qui est mis là maintenant dans le chat. Vous pourrez remplir
voilà, pendant la conférence. Voilà, ça va nous aider dans la suite des activités de la semaine carrière. Donc, n'hésitez pas et n'oubliez pas, s'il vous plaît. Donc, je vais donner la parole à Monsieur Kwame Kelvin. Voilà, je vais lui donner déjà la possibilité de se présenter déjà et puis pourra déjà entamer. Donc, Monsieur Kelvin Kwame, vous avez la parole. Alors, merci à tous. Merci à la présentatrice d'avoir si bien présenté. Moi, comme il dit, c'est Kwame Kelvin, Luxiané Emmanuel. Je suis architecte diplômé de l'école d'architecture d'Abidjan et aussi travailleur chez Kofi Diabaté, qui est un cabinet phare en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest. D'accord, donc le thème qui nous a été soumis, dont on va développer aujourd'hui, c'est les défis des infrastructures, le développement des infrastructures en Côte d'Ivoire. Bon, j'ai abordé ce thème sous deux angles, c'est-à-dire les défis d'abord et les enjeux ensuite. Concernant les défis, d'abord, c'est quoi une infrastructure? Il y a plusieurs types d'infrastructures de ce que nous savons. Et ensuite, nous allons parler des différents types des infrastructures, de la dynamique du marché, des constats que nous faisons, des défis et des enjeux. Je vais, au fur et à mesure que je vais parler, je vais présenter le document sur lequel je m'appuie pour parler en fait. Donc, j'invite chacun de nous, tous ceux qui sont connectés, à bien suivre et à prendre des notes également, parce que je vous parle à vous, mais moi aussi je me parle à moi-même. Parce que c'est nous qui sommes là, qui se rassemblons en petits groupes, qui vont par nos actions de demain impacter notre Afrique, impacter notre pays. Donc, bonne conférence à tous. Pour commencer, je dirais qu'il y a plusieurs types d'infrastructures. C'est-à-dire que nous avons... Monsieur Kwame, pardon, désolé de vous couper. Est-ce que vous n'allez pas partager votre écran ou bien vous allez aller directement comme ça? Bon, là, votre micro est fermé. Votre micro est fermé. Hein. Là, c'est bon pour vous? Oui, ça va. On voit et on vous entend. Ok. Donc, attendez que je switch l'écran. Voilà. Donc, pour commencer, je dirais que nous avons plusieurs types d'infrastructures. D'abord, pour commencer, et nous avons des infrastructures routières, des infrastructures qui sont basées sur l'ingénierie. Nous avons des infrastructures également pour le tourisme, des infrastructures de communication. Nous avons plusieurs types d'infrastructures, mais nous allons nous concentrer sur des infrastructures immobilières. En Côte d'Ivoire, par exemple, les infrastructures qui frappent le plus lorsque nous venons en Côte d'Ivoire, c'est plus, on va dire, les ponts, les grandes routes, les grands échangeurs, ceci, cela. Mais ces infrastructures-là ont besoin d'être pas construites de manière désordonnée, je dirais, mais ont besoin d'être classifiées et ont besoin d'être réglementées. Pourquoi réglementer? Pourquoi classifier? Classifier parce que une infrastructure apporte de la lumière à une zone. Et en fonction de la zone dans laquelle elle est construite, l'infrastructure en question peut soit faire apporter une croissance à la zone en question, ou soit mettre de l'ombre dans la zone si elle n'est pas construite dans la zone. On prend le cas par exemple d'Abidjan. Dans notre Côte d'Ivoire, Abidjan regorge 80% des infrastructures, que ce soit des infrastructures routières, que ce soit des infrastructures de tourisme également. Voilà. Donc, ce qui crée, par exemple, ce qu'on appelle un déséquilibre. Voilà. Donc, les défis concernant les infrastructures en question, les défis sont
j'ai relevé les défis que vous voyez à votre écran. Donc, nous avons besoin de financement important pour le développement d'une large bande. Je m'explique. Je vais expliquer chaque point et en fonction des enjeux, donner chaque point et on va avancer comme ça. Besoin de financement, pourquoi? Parce que une infrastructure d'abord est construite, de ce que nous remarquons dans ces 10 dernières années, est construite soit pour honorer un homme politique, soit pour un événement international qui aura lieu, soit pour, on va dire, soit pour développer une zone qui a été longtemps dans l'ombre. Alors que de base, dans le développement d'une capitale, d'un pays, cela ne doit pas se faire ainsi. On va prendre le cas, par exemple, de Yamoussoukro. Yamoussoukro est, on va dire, est la capitale de la Côte d'Ivoire. Voilà. Et l'infrastructure phare de Yamoussoukro, c'est la basilique que nous tous on connaît. Voilà. Mais Yamoussoukro, à part la basilique, Yamoussoukro n'a pas d'autres grandes infrastructures, en fait, qui attirent de l'attention. Voilà. D'autres vont parler de l'hôtel président, mais je ne pense pas que l'hôtel président puisse faire face aux infrastructures qu'on a à Abidjan ici. Voilà, c'est vraiment le jour et la nuit. Voilà, donc, je disais tantôt qu'une infrastructure apporte de la lumière, le développement, que ce soit touristique, soit économique, dans une zone. Voilà, donc, il faudrait que nous puissions, par des programmes, trouver du financement et mettre des infrastructures dans au moins toutes les villes de ce pays. Parce que le développement d'un pays, ce n'est pas le développement de la capitale économique ou d'une autre capitale, c'est le développement de toutes les villes. Voilà. Ce que nous constatons beaucoup en Côte d'Ivoire ici, c'est qu'il n'y a que 2 ou 3 villes qui sont, on va dire, développées. On n'a que Abidjan, on n'a que Yamoussoukro, et puis maintenant, dernièrement, c'est ajouté, on va dire, là même c'est encore à discuter, San Pedro. Voilà, donc, faudrait que nous puissions budgétiser, avoir un financement pour des infrastructures, que ce soit des routes réhabilitées, que ce soit des hôpitaux qui aussi sont des infrastructures réhabilitées, que ce soit des centres touristiques, des musées, peu importe le type d'infrastructure. Il faut que les infrastructures soient vraiment équilibrées, en fait. Parce que c'est on va dire, c'est l'emplacement de l'infrastructure en question qui détermine le taux d'habitation. Il y a au moins 60% voire plus de la population de la Côte d'Ivoire qui est à Abidjan, ce qui est vraiment pas normal. C'est pourquoi le gouvernement est en train de parler on va dire de construire un métro pour pouvoir décentraliser un peu les populations, parce que tout le monde est concentré à Abidjan. Et ce qui crée aussi un déséquilibre soit économique, parce que on voit que dans des quartiers à Abidjan, le niveau de vie est vraiment luxueux, et dans d'autres quartiers, d'autres communes à Abidjan, le niveau de vie est vraiment bas ou moyen. Voilà, donc il faudrait que nous puissions avoir des financements pour que ceux qui font les programmes immobiliers, pour que ceux qui sont les architectes chargés de construire les hôpitaux, les musées, les routes, puissent parcourir le pays, parcourir les villes, les villages et implanter des infrastructures dans ces coins-là, pour que au moins la population puisse pas, pour que au moins la population, pour pas que tout le monde puisse se rabattre vers Abidjan, non, mais les infrastructures, selon le type, ça crée de l'emploi. Pour que nous puissions au moins habiter dans des villes à l'intérieur du pays, Boaké par exemple, Korogo par exemple, mais pas que tout le monde soit concentré à Abidjan. Voilà. Donc, nous allons passer au manque de sensibilisation adéquate aux parties prenantes. Les parties prenantes en question, c'est
les parties prenantes évoquées en question ici, c'est les ingénieurs qui font du BTP. Voilà. Un architecte n'est pas seulement quelqu'un qui dessine les plans. Un architecte doit savoir, on va dire, construire beaucoup plus d'autres choses. C'est pourquoi on parle de la notion d'architecte développeur. Voilà. Donc, il faut que les parties prenantes, ceux qui sont chargés de faire des travaux publics, les ingénieurs, par exemple, en BTP, qui font du travaux public, il faut qu'ils puissent sensibiliser, en fait, les particuliers qui investissent soit dans des infrastructures, de vraiment se décentraliser, en fait, et de ne pas toujours se baser sur Abidjan. Parce que, en vrai, ce qu'on voit à Abidjan, c'est qu'il y a beaucoup, au fur et à mesure que les années avancent, beaucoup plus de chantiers naissent. Et ça, c'est vraiment dangereux parce que lorsque Abidjan, qui est déjà saturé, va vraiment se saturer en termes de chiffres, qu'est-ce qu'on fera? C'est pas parce que Abidjan sera saturé qu'on va se mettre sur un autre bord, se rabattre vers Yamoussoukro ou bien se rabattre aux alentours d'Abidjan. Mais il faudrait qu'on puisse développer les villes ensemble. Développer les villes ensemble, ce qui vraiment va amener en fait un développement structuré en fait. Plus le développement est structuré, plus les populations pourront bien vivre. Et là en fait, vous entendez souvent la notion de Abidjan-Dubaï en fait. Moi je trouve pour ma part, ça ne sert à rien de développer une ville pour que les habitants qui y vivent ne vivent pas en fonction du niveau de vie de la ville. Voilà, c'est vraiment dans ce sens-là. Et on enchaîne avec le développement inégalé des réseaux entre les grandes métropoles et le reste du pays. Bon, là, en fait, quand on parle de réseau, on parle plutôt d'institutions et de routes. Bon, là, maintenant, on peut dire que ce problème-là est vraiment en train d'être touché, mais on va dire dans l'année passée, même en 2023, par exemple, il y avait un gros problème de route entre les villes et vraiment de développement entre les villes. Pourquoi? Parce qu'on se rendrait compte que les villes dans lesquelles il y avait du trafic, Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, San Pedro, Man, Korogo, ces villes-là, par exemple, étaient en train de connaître un développement minime, mais quand même un développement. Et les autres villes étaient laissées pour compte. Étaient vraiment laissées pour compte. Je ne sais pas pourquoi c'est fait comme ça, mais les autres villes étaient vraiment laissées pour compte. Et il faudrait vraiment qu'on attire notre attention sur ça, en fait. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que les opportunités, il y en a partout. Les opportunités, il y en a partout. Je vous prends un exemple. Un terrain de 400 mètres carrés à Abidjan ici, on peut te le vendre dans l'intervalle de 8 millions à 15 millions. Pourtant, un terrain de 400 mètres, voire 300 mètres carrés est vendu à Bouaké à moins d'1 million. Et ça dépend de l'annonce. Des fois, c'est vendu à moins de 750 000. Donc, vous voyez les opportunités, en fait. Si toutes les villes se mettent à connaître un développement, franchement, ça donne beaucoup plus d'opportunités, beaucoup plus d'opportunités d'investissement, surtout pour les particuliers, pour les entrepreneurs. Voilà. Et en fait, ce qui en découle, c'est que ce qu'on a remarqué, c'est que les populations qui habitent ces villes sous-développées là ne sont pas formées en fait. Ne sont pas formées à utiliser les nouvelles technologies. Et ça, c'est vraiment déplorable pour notre pays parce que tout le monde n'a pas le même niveau d'information. Ce qui est dû parce que ce n'est pas toutes les populations qui ont un grand taux de scolarisation, certes, mais tout le monde n'a pas le même niveau d'information. Parce que ce qui est remarqué, c'est que la population ivoirienne n'est pas trop poussée, en fait, vers les nouvelles technologies. On est Abidjan, Yamoussoukro, San Pedro, on essaie de pousser vers les nouvelles technologies, mais dans les zones reculées, ils sont plus sur le travail artisanal, ce qui n'est pas bon. Ce qui n'est pas bon. Le manque de demande des services, les services large bande. Là, je vais prendre un cas pratique pour que tout le monde puisse se retrouver dedans. Nous venons tous d'horizons divers. D'autres peuvent venir d'horizons divers en fonction de nos ethnies, de nos
origines des fois même. Mais en fait, ce qui est remarqué, c'est que en fait, les populations même qui sont dans ces zones reculées là, s'y plaisent. S'y plaisent pourquoi? Parce qu'ils vivent une petite vie. Et en fait, ils s'y plaisent dans leur petite vie qu'ils vivent parce que ils ne veulent pas en fait eux-mêmes se pousser à un développement. Et ça, vraiment, faut qu'on puisse attirer vraiment, genre, pas attirer, mais mener des campagnes en fait pour vraiment les sensibiliser et leur dire que c'est de leur intérêt que leur ville soit développée, c'est de leur intérêt que leur ville connaisse un essor économique. Dernièrement, il a été découvert en Côte d'Ivoire ici la plus grande zone aurifère, on va dire, c'est pas encore sûr, mais du monde. Ça, en fait, c'est vraiment une bonne nouvelle pour nous parce que ça développe beaucoup d'emplois. C'est un gros essor économique lorsque les chiffres seront faits. Mais il faudrait que vraiment, en tant qu'étudiant en bâtiment, étudiant en architecture et entrepreneur pour certains, il faudrait que vraiment on puisse avoir cette vision large-là pour vraiment se prendre les opportunités lorsqu'elles viennent et se donner à cœur joie, en fait, pour vraiment développer nous-mêmes notre pays. Bon, dans le point que je viens de développer, j'ai également parlé du manque d'application des services et des contenus d'intérêt local. Voilà, donc on va passer au manque de terminaux adaptés et accessibles aux populations. Bon, ça, je vais faire une étude de cas. Lorsqu'on parle de manque de terminaux adaptés et accessibles aux populations, c'est dire que il y a plusieurs domaines d'activité. Bien vrai que nous, on est basé dans l'immobilier, mais il y a plusieurs domaines d'activité. Et nous, dans notre domaine, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a moins d'entrepreneurs. Ce qu'on remarque, c'est que des étudiants en architecture ou bien en travaux publics, lorsqu'ils finissent, ils suivent tous la route de travailler dans une entreprise 10-15 ans après, finir et ouvrir sa propre boîte. Alors que c'est plus sensibiliser les étudiants à l'entrepreneuriat. Genre vraiment sensibiliser les étudiants à l'entrepreneuriat. Parce que un étudiant en immobilier qui a un esprit d'entrepreneuriat peut vraiment gagner de l'argent sans même travailler pour quelqu'un. Je m'explique. Je vais donner, pour les formations que j'ai déjà faites, je vais donner là un petit secret immobilier. Vous, par exemple, pour vous pour étudier et travailler en Russie, tout au cours de votre parcours, vous économisez. On suppose que vous économisez. Et lorsque vous rentrez au pays avec votre diplôme, vous voulez investir. Supposons que, au lieu d'investir dans une activité de restauration et aller travailler à côté, vous achetez un terrain de 600 mètres carrés. Et vous partez voir une agence de construction et vous leur dites que vous n'avez pas d'argent, mais vous voulez construire 3 villas de 200 mètres carrés sur votre terrain de 600 mètres carrés. Donc, vous, en tant qu'architecte, vous faites le plan des villas qui sera reproduit 3 fois. Et en fait, ce que l'agence va faire, l'agence va construire les villas sans prendre votre argent et vous mettre en tant que maître d'ouvrage. Et en fait, en construisant les villas, ce que l'agence va faire, l'agence va vous trouver des clients pour 2 villas sur 3 villas. Et en fait, pour 2 sur 3 villas, ce que l'agence va faire, c'est que l'agence peut vendre les villas en question à peut-être 65 millions de francs. Donc, 65 millions de francs par 3, ça fait quand même plus de 180 millions. Voilà. Et si vous vendez 2 villas d'entre elles et que vous payez l'agence en fait qui a construit, automatiquement, vous voyez que pour un investissement par exemple de 4,5 millions pour le terrain, vous vous retrouvez à plus de 50 millions de bénéfices. Parce que vous payez l'agence qui a construit, vous avez des clients, donc vous n'avez plus besoin de, comme on appelle ça, de chercher des clients en fait, ce qui est assez pénible. Et vous avez des bénéfices en fait. C'est comme ça que beaucoup de grands maîtres
en matière en immobilier, que ce soit mes parrains Guillaume Kofi et Issa Diabaté, que ce soit Yann Amon, des grands piliers de l'immobilier en Côte d'Ivoire, ils se sont construits. Ils n'ont pas commencé avec beaucoup d'argent comme on le pense, mais vraiment vous exhorter à se pousser vers l'entrepreneuriat en immobilier. Parce que on pense que l'immobilier est saturé, mais vraiment l'immobilier n'est pas saturé. L'immobilier n'est pas du tout saturé. Il faudrait que vraiment nous puissions, peu importe la zone dans laquelle on décide d'investir, il faudrait que vraiment nous puissions se mettre en avant et en fait étudier en fait et réfléchir parce que nous tous on est tous intelligents. Il n'y a pas quelqu'un qui a une capacité d'intelligence plus que quelqu'un. Vraiment se pousser en fait et vraiment se donner en fait. L'entrepreneuriat c'est vraiment quelque chose on va dire de compliqué. Mais en fait, une fois que vous trouvez votre voie, franchement, les résultats sont palpables en fait. Donc c'est vraiment ce à quoi je vais vous exhorter. Donc on va toucher le dernier point. Le dernier point en fait dans les défis, c'est que c'est un peu pénible, mais le dire ainsi, c'est un peu pénible, c'est que à l'intérieur, en fait, dans les zones reculées, ce qui vraiment disqualifie les populations, c'est le manque d'Internet. C'est le manque d'Internet. Vraiment, c'est ce qui vraiment... De toute façon, nous avons accès facilement à Internet. D'autres populations, je le dis parce que on en a fait une expérience, en fait. Et c'est le manque d'Internet. Le manque d'Internet, bon, ça, on n'a pas besoin de trop parler de ça. C'est juste attendre que les choses se fassent au niveau du gouvernement. Et vraiment, voilà, que nous-mêmes, on puisse savoir qu'on est favorisé dans un sens parce que nous avons les moyens à disposition et qu'on n'a pas les moyens pour, on va dire, dormir avec les moyens, mais on a les moyens pour entreprendre. On a les moyens pour pousser les choses, vraiment pousser les choses. Voilà. Donc, c'est ainsi les défis que j'ai relevés. Parlons du développement des infrastructures en Côte d'Ivoire. C'est ainsi les défis que j'ai relevés. Nous allons passer aux enjeux. Les enjeux, c'est quoi? Les enjeux, c'est plutôt ce à quoi nous serons ramenés lorsque nous allons vraiment agir dans le sens de développer, agir dans le sens de décentraliser, agir dans le sens de connaître un essor économique. Et le premier point, c'est disposer d'une infrastructure large, favorable au développement des télécommunications. On ne peut pas parler de développement d'un secteur, d'une ville, d'un pays, d'une localité, sans parler de développement des télécommunications de cette localité. Parce que tout se fait, c'est vraiment un socle, c'est vraiment une fondation, comme je peux le dire. Parce que tout se fait à travers ça. C'est à travers les télécommunications que nous, architectes basés à Abidjan, on peut savoir que dans une localité, il y a tel besoin. C'est à travers les télécommunications que nous, on saura que dans une localité, des populations manquent d'hôpitaux, des populations manquent d'écoles, des populations manquent de centres de santé, de centres urbains, ce genre de choses-là. C'est vraiment tout passe par là, en fait. Donc, on ne peut pas parler de développement d'une localité, comme j'ai dit, d'un village, d'une ville, sans passer par ça, en fait. C'est vraiment quelque chose de vraiment important. C'est vraiment quelque chose d'important. Voilà. Donc, là, tout ce que j'ai énoncé là, c'est vraiment plus des détails par rapport aux enjeux des télécommunications. On va passer à un autre point qui est stimuler le développement économique et la compétitivité. La compétitivité, c'est une
comme évoqué ici, c'est une compétitivité saine. Développement économique, ça passe par la création de petites et moyennes entreprises, la création de petits business, la création de marchés. C'est tout ça le développement économique. Ça passe par la création de chantiers, d'écoles, de routes. C'est tout ça le développement économique. Mais je veux plus m'axer sur la compétitivité. Qu'est-ce que la compétitivité? La compétitivité, comme évoqué ici, je l'ai dit tantôt, on va dire, c'est pas que quelqu'un a fait un business, je viens faire mieux pour voler ses clients. Non, c'est pas ça. La compétitivité évoquée ici, c'est plus donner en fait l'opportunité aux populations de s'exprimer en fait. Tout le monde peut s'orienter dans un même domaine, professionnellement parlant, mais c'est celui qui va faire l'activité qu'il veut développer avec plus de rigueur, plus d'excellence, qui va prospérer. Ça, c'est clair. Donc, parler de compétitivité ici, c'est pousser à l'excellence. C'est pas pousser, en fait, à se combattre. En fait, c'est pour vraiment pousser à l'excellence. Voilà. Donc, c'est vraiment parler de ça ici, en fait, dans ce domaine-là. Permettez-moi de mettre une pause de 2 minutes. Je reviens, je vais aux toilettes. D'accord, il n'y a pas de souci, vous pouvez aller. D'accord, donc pendant que Monsieur Kwame prend une pause de 2 minutes, je vais rappeler rapidement qu'il y a un lien Google Form dans le chat que vous pouvez remplir, que vous devez remplir s'il vous plaît. C'est juste un formulaire de présence de quelques questions que vous pouvez remplir. Voilà. Donc, en attendant, vous pouvez également préparer vos questions parce que vous aurez la possibilité de les poser tout à l'heure dans la deuxième partie de la conférence. Voilà. Et entre-temps, vous le savez, la FEDESIE a certains partenaires. Donc, on va profiter rapidement pour parler de nos partenaires. Voilà. Voilà. Donc, comme partenaire, nous avons les partenaires suivants. Un instant. Donc, nous avons... Bon, je vais donner la parole, si vous me permettez, au secrétariat, un secrétariat de la FEDESIE pour en parler rapidement. Monsieur Parfait Kofi. Et Monsieur Parfait, pardon, Koné. Bon, je ne sais pas vraiment qui est en train de lever la main. Ah, Monsieur Zoku Samuel, pardon. Est-ce que vous êtes là pour parler de nos partenaires rapidement? Oui, bonsoir à tous. J'espère que ça va chez vous. Voilà, donc je présente Monsieur Niaore Zoku Samuel, voilà, secrétaire aux affaires extérieures adjoint 1. Et donc, comme la modératrice disait tantôt, nous avons comme partenaire au sein de la fédération, c'est-à-dire ces structures-là même qui nous accompagnent pour soit nos événements qui soutiennent la fédération. En premier point, nous avons déjà Luxurus, Z Luxurus Shop, qui est un partenaire officiel de la FEDESIE, voilà, qui met à disposition, disons, des ventes d'articles, de chaussures, de luxe ou encore voilà, de sacs, voilà, de qualité. Nous avons aussi BIA Service, qui est un partenaire officiel, voilà, qui met à disposition pour tous ceux qui sont intéressés pour les appareils électroniques, que ce soit téléphone, électroménager. Voilà, donc vous pouvez aussi nous contacter, soit pour entrer en contact avec eux, ou bien chaque semaine, il y a des publications qui sont faites où on met les articles de ces différents partenaires-là en avant. Nous avons la fondation Injison Gesson, qui est une fondation qui aide la fédération, surtout dans, disons, les projets que nous sommes en train de faire en ce moment, des projets d'excellence. Nous avons aussi GM Express, je pense que la plupart connaissent GM Express, qui est un partenaire aussi officiel qui nous permet de pouvoir envoyer des colis de la Russie en Côte d'Ivoire et dans d'autres contrées et aussi de l'extérieur à la Russie.
Nous avons aussi Atchéké Russie, qui est un partenaire officiel de la fédération pour tous ceux qui sont intéressés pour manger de l'Atchéké. Voilà, vous connaissez Atchéké Russie, partenaire officiel. Nous avons le grand partenaire FlashSend aussi, voilà, qui est un partenaire officiel de la fédération pour tous les transferts d'argent vers la Côte d'Ivoire à la Russie, de la Russie à la Côte d'Ivoire, dans d'autres contrées, vice-versa. Vous pouvez aussi contacter la fédération pour qu'on puisse vous mettre en relation avec ceux-ci. Nous avons aussi Bazar Girl Russie, partenaire officiel de la fédération, qui est un promoteur d'événements. Voilà, et donc bientôt, il y a un gros événement qui va se tenir, surtout au niveau du Festival des Grillades. Pour plus d'informations, vous pouvez rentrer soit dans nos contacts, nous laisser un message dans le chat ou encore faire signer au bureau. Merci à tous. Merci, M. Zoku Samuel. Je pense que... Est-ce que le conférencier est là? Je suis là. D'accord. Donc, vous pouvez continuer. Donc, on était sur les enjeux. Bon, j'étais sur le point parlant de la compétitivité. Je disais donc que ici, parler de compétitivité, c'est plus pour rapporter à l'excellence. L'excellence des activités à développer dans une localité, dans une contrée lointaine, dans un village, pour vraiment connaître, pour que cette localité-là puisse connaître un essor économique. Voilà. Et cela passe par plusieurs étapes que j'ai énoncées juste en bas. C'est la baisse des prix des services télécoms, accessibilité de l'ensemble des populations, l'amélioration de la qualité des services, la création d'emplois et de nouveaux métiers. Mais en fait, il y a deux enjeux encore qui sont vraiment très importants pour nous qui sommes dans l'immobilier, vraiment que je vais toucher. Nous avons le secteur, nous avons les besoins et les opportunités. Comment nous qui sommes soit architectes, étudiants, puissions savoir qu'un secteur nécessite soit une demande plutôt en logement et soit comment aborder l'opportunité en question. Voilà. Déjà, il faut savoir que la demande en logement en Côte d'Ivoire dépasse largement l'offre parce que pour preuve palpable, nous avons Abidjan. Il y a plus de personnes qui résident à Abidjan qu'autre part ailleurs en Côte d'Ivoire. Donc, il faudrait savoir qu'on a toujours, en Côte d'Ivoire en tout cas, on a toujours un besoin de faire des maisons, de faire des programmes immobiliers, de construire des cités et tout ça. Mais des fois, nous avons des freins. Les freins, c'est quoi? On n'a pas souvent les fonds nécessaires. On n'a pas souvent aussi l'approbation, en fait, des institutions requises pour nous donner l'approbation pour faire ces projets-là. On n'a pas souvent leur approbation et on n'a pas souvent aussi tout ce qui est foncier, en fait, tout ce qui est papier, qui est l'agrément. Voilà, on n'a pas souvent ça aussi. Et c'est pour ça, en fait, que on doit s'allier, en fait, aux grosses institutions. Et comment faire? Là, je vais expliquer quelque chose. Pour vous qui êtes récemment venus ou pas encore, lorsque vous viendrez en fait en Côte d'Ivoire, vous avez l'habitude de prendre des vacances, partir un peu visiter le pays. Mais en fait, vous constatez une chose, c'est que en fait, la ville d'Abidjan retient votre attention et les villes de l'intérieur ne retiennent pas votre attention comme la ville d'Abidjan le fait. Bon, en fait, c'est plus poussé en fait que ce soit les alentours. Les alentours, je peux citer Boaké, je peux citer Dimbokro, je peux citer Yamsokro. En fait, là-bas, il y a moins de logements. Il y a vraiment moins de logements qu'il doit y en avoir. Et en fait, une fois que ça c'est connu, en fait, vous pourrez simplement se renseigner faire une étude en fait auprès des populations et pour connaître en fait
quelles sont les populations en termes de classe sociale qui y vivent et quel type de logement vous pourrez en fait proposer. Et en fait, pour ce faire, vous aurez qu'à faire le dossier et venir voir des grandes institutions qui financièrement, eux, vont vous accompagner. En fait, c'est en osant que vraiment, c'est vraiment en osant que vous allez vraiment accomplir des choses. Parce que si vous voulez vous mettre dans la route normale qui est quoi? Venir bosser pour une grande boîte, bien venir bosser pour une boîte, économiser et vous-même faire votre société. Franchement, je ne pense pas que vous pourrez faire bouger les choses si vous n'avez pas cet esprit-là, en fait, de faire bouger les choses. Donc, c'est plus ça que je veux communiquer et attirer votre attention sur certaines faiblesses que présente notre pays en termes de infrastructure, en termes de décentralisation et vraiment vous toucher quelques points. Voilà. Donc, en fait, ce que nous devons savoir, c'est que construire des maisons, construire des immeubles, faire des programmes immobiliers comme construire des cités, ça donne un essor à tous les autres domaines. Un essor commercial, un essor, on va dire, professionnel, parce que des gens qui viennent habiter dans une nouvelle contrée, dans une nouvelle localité, ils ont besoin de faire des activités. Et vous verrez que ces gens-là vont soit faire des magasins, soit créer même des sociétés, des petites sociétés comme des SARL, ce genre de trucs-là en fait. Donc, c'est-à-dire que, comme on appelle ça, une implantation d'une infrastructure, que ce soit immobilière, que ce soit des routes, en fait, ça crée beaucoup d'autres choses. C'est vraiment sous-estimé, mais ça crée beaucoup d'autres choses, en fait, qui n'ont pas seulement attrait à l'immobilier. Donc, c'est vraiment des choses à faire. C'est vraiment des choses à faire. Pour vous qui êtes à l'étranger, en fait, c'est vraiment des choses à faire. Et je vous prie de pas, lorsque vous viendrez, en fait, de venir faire des choses qui ont été déjà faites, sous prétexte qu'elles ont eu du résultat. Osez. Vraiment oser. Et c'est quand vous allez oser que on verra en fait les fruits de ce que vous aurez fait. Voilà. Enfin, je vous parle à vous-même, mais je me parle à moi aussi. Parce que c'est vraiment ce combat-là, en fait, que tous nos dévanciers, en fait, lorsque nous faisons des réunions, nous exhortent. Parce que eux, ils ont d'autres combats, en fait. Ils ont d'autres combats pour nous ouvrir la voie. Et nous, en fait, ce que nous devons faire, c'est vraiment poser des actions pour vraiment délocaliser en fait le développement et que ce ne soit pas seulement Abidjan, Yamoussoukro et San Pedro en fait, mais que ce soit vraiment d'autres villes, par exemple comme Dimboko. Voilà en fait, c'est vraiment ça en fait. Mais le dernier point que je vais toucher, ce sont les perspectives d'avenir. Lorsque je finirai, je vous enverrai le document ainsi que tous les détails. Là, j'ai qu'une heure de présentation. Donc, je vais toucher les points vraiment. Je suis en train de toucher les points vraiment importants. Donc, ce sont les perspectives d'avenir. Vous savez que l'immobilier, en fait, c'est vraiment un système qui donne. C'est vraiment un système vraiment. C'est vraiment une filière en fait qui donne une grande perspective d'avenir. Voilà, quelqu'un qui a des connaissances en immobilier, peu importe le degré de ses connaissances, ne peut pas chômer en fait. Que ce soit dans la construction, en tant que constructeur en fait, que ce soit dans la rénovation, que ce soit dans la finition de travaux immobiliers, que ce soit dans la réalisation, dans la conception. En fait, quelqu'un qui a ces connaissances-là ne peut pas vraiment manquer de travail. Voilà. Mais en fait, les perspectives d'avenir sont lesquelles? C'est vraiment mettre toutes les chances de notre côté et ne pas se mettre dans une case de conception de plan uniquement. Je vous exhorte vraiment à révéler votre côté développeur, c'est-à-dire que de vraiment comment dire, construire, de vraiment apprendre tout ce qui a trait avec la construction des routes,
ce qui a trait avec la construction d'édifices. Par exemple, le nouveau pont en fait qui a été construit là. Tout ce qui a trait avec la construction d'autres infrastructures comme les musées, les centres sportifs. C'est vraiment ça et pas vraiment se mettre dans la case de immeubles, villa basse, programme immobilier, maison, ce genre de trucs-là, en fait. Voilà. Et pour terminer, en fait, je dirais que les problèmes sont certes là. Les problèmes sont bel et bien présents. Mais en fait, le souci n'est pas de dénoncer les problèmes. Le souci est de mener des actions pour que les problèmes d'aujourd'hui ne soient pas les problèmes de demain. Pour que les problèmes d'aujourd'hui, lorsqu'on va en parler demain, soient comme soit des défis que nous avons déjà relevés, en fait, et qui nous auront donné des résultats et qui nous auront amené à un certain niveau financier. Parce que on va pas certes faire tout ça, en fait, mais l'important, c'est notre avenir à nous. Mettre nos familles dans de bonnes conditions. Les deux sont liés, en fait. Faire tout ça va automatiquement nous ouvrir les portes pour grandir, que ce soit financièrement parlant, grandir, que ce soit pour parler d'expérience, grandir, que ce soit pour nous-mêmes, en fait, en tant que comment le dire, en tant que faculté à oser, en fait. C'est vraiment ce à quoi je veux vous amener, ce à quoi je veux attirer votre attention. On a parlé comment on appelle ça, du déséquilibre qu'il y a un peu, mais c'est vraiment tout ça, en fait, qu'on veut toucher. Donc, j'ai terminé et comme j'ai dit après mon intervention, je vous enverrai le document parce qu'il est vraiment très détaillé. J'ai essayé de mettre mes connaissances en profit pour que vous puissiez en fait avoir certains détails sur tous les domaines qui sont complémentaires à l'immobilier et qui sont vraiment aussi importants pour l'immobilier. Voilà, donc j'ai terminé et j'attends vos questions et je tâcherai de les répondre, d'y répondre avec beaucoup de professionnalisme. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Kelvin, pour votre présentation, très belle présentation, pardon. Donc, on va passer à la séance aux questions. Donc, tous ceux qui ont des questions, je pense que vous savez déjà comment faire. Le logo les 5 mains en bas de votre écran, vous pouvez l'appuyer, puis on pourra vous donner la parole. Donc, je donne la parole à Amma. Je ne sais pas si je prononce bien. Bonsoir à vous. Merci à notre conférencier de nous avoir entretenu sur le thème des défis liés aux infrastructures, notamment dans notre pays, la Côte d'Ivoire, parce que c'est ce que nous réunit ici. Bon, j'ai une question. S'il vous plaît, parlez un peu plus fort parce que je ne vous entends pas en fait. À notre je vous entends pas de façon pris de son temps. Tu m'entends maintenant? Vous m'entendez? Oui, je vous entends, Alice. Voilà. En fait, je voudrais dire merci d'abord à notre très cher conférencier qui a pris de son temps pour nous partager de ses connaissances, de ses expériences professionnelles à travers le thème des défis liés aux infrastructures. Voilà. En fait, j'ai souligné un point lorsque notre conférencier parlait des défis, en fait. Il a souligné le fait que certaines localités de la Côte d'Ivoire, par exemple, à l'intérieur du pays, ne sont pas développées, sinon ont besoin des télécommunications comme un tremplin au développement, en fait. Oui. Voilà. Donc, moi, j'aimerais dire que en réalité, moi, je suis aussi étudiant architecte. Voilà. Oui. Ma spécialité, je me suis spécialisé dans les bâtiments d'habitation
et dans les bâtiments collectifs. Quand je parle du bâtiment collectif, c'est les salles de spectacle et autres, en fait. En fait, Oui. moi, j'ai beaucoup travaillé sur ce thème-là et je suis arrivé à la conclusion selon laquelle que, voyez-vous, aujourd'hui, je vais ouvrir une petite parenthèse. Aujourd'hui, à travers la crise russo-ukrainienne, la Russie a tenté plus ou moins de bloquer l'accès à certaines masses d'informations pour ne pas, c'est-à-dire pour empêcher certaines propagandes d'extérieur en fait au pays en fait. Mais la Russie n'a pas pu. Pourquoi la Russie n'a pas pu? La Russie n'a pas pu simplement parce que l'internet, l'information en Russie l'information internet est quelque chose qui a été créé de façon anarchique en fait. Donc ça veut dire quoi? Les autorités de régulation du RUNET en fait ne peuvent pas canaliser l'internet en fait. C'est pourquoi en Russie particulièrement les VPN ne peuvent pas être bloqués en fait. Voyez-vous? Donc j'essaie de faire ce rapprochement avec notre pays en fait en Afrique. Surtout que nous sommes pratiquement à plus de 40% de la population qui est analphabète. Moi, je pense que l'accès d'abord à l'information, sinon aux télécommunications, notamment Internet, peut créer plus de problèmes à ces régions reculées d'Abidjan que des solutions, en fait. Je m'explique. Au niveau d'abord sécuritaire, Au niveau sécuritaire, moi, ma grand-mère ne sait pas lire. Ma grand-mère ne sait pas manipuler un téléphone. Si elle a accès à un certain nombre de moyens de télécommunication, moi, ma grand-mère peut être en danger à ce niveau. Ça, c'est au niveau sécuritaire. Je prends encore au niveau de la fuite des cerveaux. Un instituteur qui se trouve aujourd'hui dans la région de Divo, par exemple, puisque c'est là-bas que je suis né, lorsqu'il a accès à l'information, il voit que en étant à Divo, les instituteurs au Canada, sinon les aides-soignants au Canada, sont mieux nantis qu'un instituteur en Côte d'Ivoire, en fait, pour une quantité de travail qui est moins, en fait. Donc, je pense qu'à ce niveau, cette personne-là est tentée d'immigrer, en fait, de quitter la Côte d'Ivoire carrément, en fait. Donc, c'est quoi? Nous avons d'abord la fuite des talents, en fait, à ce niveau. Monsieur Ma, désolé de vous... Allô, Monsieur Ma, excusez-moi, désolé de vous interrompre. En fait, est-ce que vous pouvez être un peu plus rapide, c'est-à-dire au niveau de votre question, s'il vous plaît? Parce que en fait, excusez-moi de prendre un peu mon temps, parce que cette question-là, c'est beaucoup sérieux, en fait. Oui, je comprends, mais vu que là, vous partez dans un débat. Ok, je vais essayer encore d'être un peu plus rapide, en fait. Donc, en fait, pour vous dire quoi, que il y a beaucoup de problèmes, en fait. Aussi, je pense que l'accès à l'information aujourd'hui dans ces petites villes-là peut tuer, en fait, les activités économiques de ces villes. Je prends le cas, par exemple, d'Abidjan. Aujourd'hui, Yango est venu s'installer à Abidjan. Aucune société de taxi abidjanaise ne peut concurrencer aujourd'hui avec Yango. C'est-à-dire toutes les compagnies qui vont venir, ce sont les compagnies étrangères. Parce que les compagnies étrangères ont eu accès à certaines informations ivoiriennes, en fait. Donc, ça dit quoi? Nos entreprises locales ne peuvent pas être compétitives. Je prends par exemple le cas de la Chine. Pourquoi aujourd'hui Facebook ne peut pas avoir du succès en Chine? Parce que les Chinois n'ont pas eu accès à cette information, en fait. Moi, je pense que d'abord, les défis des infrastructures là sont d'une pertinence vraiment très poussée, au point où je pense que ça doit être encore une source encore de réflexion en fait collective en fait et des autorités en fait de notre cher pays afin d'avancer en fait sur ce niveau-là. Donc j'espère que j'étais un peu plus bref, mais je pense que dans nos prochaines conférences avec nos chers architectes, on va encore développer ce niveau-là. Merci bien. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. D'accord, déjà, merci pour votre question. En fait, votre question, c'est, vous dites que, en fait, donner accès à l'information dans des localités, on va dire, c'est permettre la fuite de talents et amener beaucoup plus de problèmes, c'est cela? Non.
En fait, je dis que donner l'information, donner les accès à l'information, c'est bien. Mais c'est quelque chose qui doit être fait de façon progressive, en fait, c'est-à-dire dose par dose, étape par étape. Surtout que nous sommes une population très vulnérable, en fait. Voilà, ça doit être fait doucement, doucement, en fait. C'est-à-dire qu'il doit y avoir des restrictions, en fait. Au fur et à mesure, on débloque certains niveaux. Au fur et à mesure qu'on débloque certains niveaux. Sinon, si c'est libéralisé de façon globale comme ça pourrait créer plus de problèmes que de donner des solutions, en fait. C'est mon point de vue, en fait. D'accord, monsieur Ma, merci. Donc, monsieur Kelvin, je pense que c'était plus un avis qu'il voulait donner plutôt qu'une question, en fait. Oui, mais j'ai un petit truc à ajouter, en fait. D'accord, allez-y. Et puis, rapidement, la parole à en fait, je veux lui faire comprendre que, en fait, il n'y a pas de solution, en fait, parfaite. La solution parfaite dans la vie, en fait, généralement même, une solution parfaite, en fait, c'est Dieu qui la donne. C'est vraiment Dieu qui la donne. Et toutes les solutions que nous allons donner, en fait, par rapport à un problème, on verra que ça sera pour un temps et que ça va créer un autre problème, en fait, plus tard. Parce que l'esprit humain est comme ça, en fait. Ça a toujours été comme ça. Donc, donner de l'information, en fait, aux gens, c'est prendre le risque, en fait, qu'ils font, en fait, qu'ils puissent faire, en fait, tout ce que tu dis, en fait. Alors que, en fait, on leur donne de l'information tout en les sensibilisant, en fait. Et dire que ce que vous partez chercher, on va dire, dans un autre pays, en fait, vous pouvez le faire ici et améliorer votre niveau de vie, en fait. Donc, monsieur Mann, pour te répondre, je voulais dire que les solutions, en fait, c'est toutes les solutions que le gouvernement pourra donner, en fait, ça sera pour un certain temps. C'est pourquoi, au fur et à mesure, en fait, il y a de nouvelles choses qui sont, il y a de nouvelles résolutions qui sont prises, de nouvelles solutions qui sont amenées. Parce qu'en fait, l'être humain va toujours chercher une contrepartie, en fait, qui lui l'arrange, en fait. Voilà, en fait, parce qu'on est égoïste. C'est juste ce que je voulais dire pour te répondre. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Kelvin. Je vais donner la parole à monsieur B. Sinclair pour sa question. Vous avez la parole rapidement, s'il vous plaît. Merci. À tous. Bonsoir, très chers conférenciers. Bonsoir. Je vous remercie pour votre disponibilité déjà et la facilité avec laquelle vous vous êtes attelé à nous entretenir sur le sujet. Étant donné que la journée a une connotation carrière, je souhaiterais poser une toute première question sur vos attributs professionnels. Oui. Aussi pertinente que puisse paraître la question, celle-ci semble imposée à mon avis, car elle permettrait à ouvrir un chemin d'intérêt à plusieurs étudiants. Cela dit, qu'est-ce que ça fait d'être jeune et architecte à la fois en Côte d'Ivoire? Et quels sont les défis, challenges auxquels vous êtes confrontés? C'est pour ma part. Allô? Oui, vous m'entendez? C'est pour ma part, c'est ce que vous dites. J'ai pas entendu la question. C'est pour ma part, en fait, la question me concerne. Oui, la question vous concerne. Ok. Oui. Bon, ce que ça fait d'être jeune architecte de Côte d'Ivoire, c'est plaisant. D'une part, c'est plaisant. D'une deuxième part, c'est plus un encouragement à plusieurs autres choses, c'est-à-dire à plus se perfectionner, acquérir de l'expérience. Bien vrai que ça donne certains avantages, mais je ne vois pas ce côté-là, en fait. Je vois plus, on va dire, j'ai plus encore le temps de me perfectionner, d'en apprendre des devanciers, de vraiment me perfectionner pour que mon travail soit de plus en plus excellent, en fait. C'est vraiment ça. Maintenant, pour les défis, en fait, c'est que dans un milieu professionnel, surtout dans le milieu professionnel dans lequel je suis, je dois amener à toujours prouver, en fait. Parce que en architecture, en fait, surtout quand tu es architecte agréé, c'est dur de faire confiance parce que on préfère donner des marchés aux plus grosses têtes qui, eux, vont continuer à s'enrichir encore qu'aux plus petits architectes. Pourquoi? Bien vrai que les plus petits architectes sont à moindre coût que les grosses têtes, mais avec eux, on est satisfait, on est sûr d'un travail excellent. Voilà, donc c'est plus le côté
prouver aux autres que tu es excellent dans ton travail, ça, et prouver aux autres également que tu sais faire ton travail. Voilà, donc c'est plus ça en fait. Il y a toujours des défis devant moi en fait. Toujours des défis que je m'efforce d'y faire face. Mais en fait, le plus grand défi, c'est celui-là en fait. C'est toujours prouver parce que lorsque, par exemple, dans le cabinet où je suis en fait, lorsque des marchés viennent, c'est en fait, bon, au début quand je rentrais là-bas, j'étais carrément au dernier plan en fait. Parce que j'étais le plus jeune, parce que quoi, j'ai jamais eu l'occasion de montrer ce que je vaux, montrer que voilà, je sais être excellent, mais c'est au fil des années, parce que c'est au fil des années que voilà, j'ai pu apprendre. Voilà, donc c'est un peu ça ma réponse. D'accord, merci. Monsieur B, Sinclair, vous êtes satisfait de la réponse? Satisfait, oui. Accessoirement, j'aimerais savoir, ou du moins demander aux conférences, quels conseils pourriez-vous donner aux étudiants qui chériraient l'idée de devenir un jour architecte? Bon, pour les étudiants qui nourrissent l'idée de devenir architecte, franchement, je dirais que accrochez-vous. Parce que les études d'architecture, c'est dur en vrai. C'est compliqué. Vraiment accrochez-vous parce que ne regardez pas les heures que vous allez prendre à travailler, les heures que vous allez prendre à concevoir des plans, mais vraiment accrochez-vous parce que moi, je suis pas encore, pour ma part, je ne suis pas encore arrivé devant en fait. Où devant moi sera vert, mais franchement, où je suis là, en fait, je commence à voir un peu la lumière. C'est vraiment plaisant. C'est vraiment plaisant. Donc, vraiment, accrochez-vous. Et voilà. En tout cas, je vais laisser mon mail ou bien mon contact après pour tous ceux qui auront des conseils, des travaux. Quand je suis disponible, je pourrai vous aider. Mais vraiment, c'est plus accrochez-vous. Voilà. D'accord. Merci beaucoup pour la réponse. Nous allons donner la parole à monsieur Ephraim. Je prononce bien Williams Ephraim. Vous avez la parole. Puis, merci à vous, merci à tous les conférenciers et aussi à celui qui a vraiment pris le temps de venir nous répondre, nous éclaircir sur certains problèmes que fait face notre pays. Alors, moi, j'aurais pas une question en tant que telle, mais je voudrais donner mon avis sur certains faits au pays. Monsieur Ephraim, désolé de vous couper. Si c'est un avis, est-ce que vous pouvez essayer d'aller un peu rapidement, s'il vous plaît? Pour pas qu'on puisse... pas de souci, je ferai l'effort. Merci. Alors, vous avez mis l'accent sur, comment on appelle, la sphère de la construction en Côte d'Ivoire. Oui. Voilà, c'est-à-dire le marché de l'urbanisme, tout, la construction, voilà, en gros. Alors, sachez que ce problème, selon moi, c'est un problème déjà qui se situe au niveau de la structure économique. C'est-à-dire, la politique économique ivoirienne ne permet pas vraiment aux investisseurs locaux, c'est-à-dire aux personnes qui veulent investir dans la construction, de pouvoir se développer. Je m'explique. Aujourd'hui, quand on prend Côte d'Ivoire, 80% de ceux qui possèdent le marché de construction sont des étrangers. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, ça c'est vrai. Voilà. Donc, il y a l'État priorise plus les investisseurs étrangers plus que les investisseurs locaux. Et ça, d'abord, ça déstabilise un peu la structure économique parce que ça fait sortir l'argent du pays. Vous voyez? Ça, c'est un premier problème que je voulais souligner. Le deuxième problème, c'est que vous êtes architecte. Moi, je n'ai pas encore de connaissances en architecture. Je ne suis pas en architecture. C'est que pour pouvoir construire dans un espace donné, je pense qu'il doit avoir un certain nombre d'habitants. Un certain nombre donner, par exemple, de la place d'habitants. Ok, oui. Si mes informations sont vérifiées. Oui. Donc, du coup, quand on prend par exemple à Abidjan, il y a des quartiers qui sont à reconstruire parce qu'ils ne respectent pas ce qu'on appelle le plan de l'urbanisme. Oui. Voilà. Ce qui empêche souvent de faire passer des voies, des autoroutes et autres. Et si l'État prend l'engagement de faire passer des autoroutes, des voies ou de construire d'autres infrastructures, ils sont obligés de casser les maisons. Oui, ça dérange la structure de l'urbanisation. Donc, il y a tout ce plan-là à revoir parce qu'aujourd'hui, tout ça, c'est en fait, à la base, c'est un problème
de structure, enfin, un problème de structuration, si je peux me permettre. Donc, il faudrait que l'État puisse remédier à ça, avec aussi la population, pour que les choses puissent bouger. Oui. Encore, vous avez parlé d'une décentralisation des administrations. Ça aussi, c'est un problème que la Côte d'Ivoire fait face. Mais quand on prend, par exemple, les 3 villes où il y a plus de mouvements économiques, là où il y a plus d'engouement, nous avons la ville d'Abidjan d'abord, qui est le poumon de la Côte d'Ivoire. Après, nous prenons la ville de San Pedro, qui est le deuxième. Et la troisième ville, selon moi, c'est la ville de Bouaké. Vous voyez, juste parce que dans ces villes, il y a une grande population, en fait, et aussi des atouts qui permettent le développement économique. Pour décentraliser, ça sera encore plus difficile. Il faudra aussi que les autres villes soient plus attrayantes en termes d'investissement. Voilà, donc c'est ce que j'avais à dire. D'accord. Merci beaucoup, M. Ephraim. Je vais donner... M. Calvin, vous avez quelque chose à ajouter? Je peux donner la parole à M. Jean Colentin pour sa question. Donner la parole à M. Jean et après, je vais revenir sur ce que je viens de dire. D'accord, il n'y a pas de souci. Et s'il vous plaît, si vous voulez, si vous avez des questions, bien des avis à donner, essayez d'être plus court, voilà, plus bref, voilà, pour qu'on puisse aller un peu rapidement, chers participants. Monsieur Jean Colentin, vous avez la parole. Ok, d'accord. Bonsoir à tous. Bonsoir, chers conférenciers. Merci beaucoup pour votre intervention. C'était vraiment une intervention assez riche et assez enrichissante. Ma question est la suivante. Quel conseil pourriez-vous donner aux jeunes étudiants architectes qui souhaitent s'insérer sur le marché de l'emploi dans le secteur de l'architecture en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y a peut-être des topos, des choses à suivre pour mieux s'insérer, des spécialités à embrasser? Quels sont les conseils que vous pourriez donner? C'est tout. Ok, d'accord. Merci pour ta question. Déjà, c'est une très bonne question. En fait, un conseil, je dirais pas, mais je dirais plus un topo, en fait. En tant qu'étudiant architecte qui a fini, en fait, et qui vient d'arriver en Côte d'Ivoire, ou bien qui est en Côte d'Ivoire qui a fini, pour s'insérer, en fait, c'est de prendre... c'est pas forcément de suivre la voie normale que nous tous on connaisse, mais faire son CV, déposer dans un truc, non. Mais genre de vraiment passer à l'action. Parce qu'un architecte peut vraiment gagner beaucoup plus lorsqu'il est en freelance, lorsqu'il appartient à une maison d'immobilier. Voilà. Le freelance, c'est quoi? C'est prendre des clients à gauche et à droite. Voilà, pour vraiment soit faire des plans, soit conduire un projet réellement de réalisation. Les projets de réalisation, franchement, c'est pas ce qui manque. Et les projets qui sont encore en cours, c'est pas ce qui manque. Et la seule chose que je pourrais donner, mais c'est vraiment cultiver vos réseaux sociaux. Franchement, cultiver vos réseaux sociaux. En tant qu'architecte, vraiment cultiver vos réseaux sociaux. Je sais pas comment le dire, que tous les plans, les projets que vous faites à l'université, en fait, on puisse avoir une trace, que ce soit par mail, que ce soit parce que, en fait, c'est dur pour les architectes surtout, c'est dur, en fait, de donner du boulot à quelqu'un qui n'a jamais été dans un cadre professionnel, à vrai dire, mis à part l'université. Voilà, donc c'est vraiment, en fait, laisser des preuves de tout ça, en fait, quelque part, sur vos réseaux sociaux, par exemple Instagram, Facebook. C'est vraiment ça, en fait. Voilà. Pour répondre à ta question, c'est vraiment cultiver vos réseaux sociaux et pas forcément de vraiment postuler pour une maison, mais plutôt de commencer en freelance. Parce que, franchement, moi, en freelance, j'ai vraiment gagné beaucoup plus que ce que je gagne actuellement. Actuellement, c'est plus que je recherche plus, c'est plus la renommée, en fait. C'est plus la renommée. C'est vraiment plus la renommée. Sinon, en freelance, franchement, il y a beaucoup d'argent à se faire. Voilà, mais c'est plus la renommée parce que la renommée, c'est vrai, ça ouvre vraiment énormément de portes. Voilà, mais pour celui qui a donné son avis juste avant, mais en fait, tous les problèmes que tu cites sont des problèmes qui sont bel et bien là. Mais en fait, il y a certaines stratégies
pour pallier, en fait. Bien vrai que les investisseurs étrangers sont plus pris au sérieux que les investisseurs locaux, mais en fait, en toute chose, l'État cherche son profit. Donc, pour toi qui vas venir demander un apport à la banque, c'est-à-dire c'est faire sortir l'argent encore du pays, pour pouvoir, alors que eux, là, directement, on vient leur donner de l'argent, en fait. Donc, en toute chose, l'État va vouloir chercher son profit. Voilà. C'est pourquoi, si tu as bien suivi mon intervention, j'ai donné des petites astuces. Voilà, tu peux avoir un terrain de 3 millions et 6 mois après, avoir 50 millions de bénéfices. Et refaire ça, en fait, jusqu'à posséder des propriétés toi-même qui vont entrer dans ton patrimoine et vraiment commencer à construire quelque chose, en fait. Tu vois, tout ce qui peut manquer, en fait, c'est la terre. Tu vois, parce qu'à Abidjan, franchement, les prix des terrains sont exorbitants. Voilà, donc c'est plus se projeter, en fait, vers les zones de l'intérieur, en fait, et vraiment faire les études dont tu as parlé et faire les observations dont tu as également parlé pour pouvoir arriver à quelque chose, en fait. C'est vraiment ça. Donc, j'en ai terminé pour la question qu'on vient de me poser et pour l'avis précédent. D'accord, merci M. Kelvin. Je vais donner la parole rapidement à M. Danny Josès. Vous avez 1 minute pour votre question. Wow, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Merci pour votre présentation. Je vous ai pris en cours, mais bon, ma question est portée plus sur l'investissement. Vous avez dit, par exemple, que quand vous avez un terrain, vous pouvez avoir un terrain et chercher une entreprise qui viendra investir dessus, c'est-à-dire construire et après revendre, etc. J'aimerais savoir sur quelle base l'entreprise peut accepter de construire une maison et la revendre un peu plus après. C'est-à-dire que c'est quoi? Vous avez juste le terrain à votre nom. Et comment convaincre l'entreprise? Est-ce que les entreprises sont vraiment à la recherche de ce genre de contrat ou c'est vous-même qui devez vous démerder pour pouvoir convaincre l'entreprise à investir sur ce genre de terrain-là? Bon, la réponse est toute simple. Hein. Franchement, depuis 2 ans, les entreprises sont vraiment à la recherche, en fait. Sont vraiment à la recherche parce que je te donne un chiffre. Je vous donne un chiffre qui est un peu confidentiel, mais que je dois vous le donner pour que tu puisses comprendre. Il y a plus de 20 000 à 25 000 personnes qui viennent chaque trimestre, qui émergent en fait des villes, que ce soit des autres pays ou bien qui viennent des villes de l'intérieur, chaque trimestre à Abidjan. Donc actuellement à Abidjan, c'est vraiment une opportunité. Si les 5 ans à venir, c'est vraiment une opportunité. C'est vraiment une très très grande opportunité. Voilà, genre, on conseille, nous-mêmes au cabinet, en fait, on conseille à tous nos clients qui sont déjà en base de données, s'ils ont des terrains, en fait, ils viennent, nous, on investit dans la construction et on revend et ils prennent leurs bénéfices, en fait, parce qu'il y a vraiment, sur les 5 années à venir, il y a vraiment de l'affluence sur Abidjan. Vraiment de l'affluence sur Abidjan. Donc, c'est un petit topo que je vous donne. Voilà. D'accord. Maintenant, excuse-moi rapidement. Est-ce que à part la vente des maisons déjà construites, il n'y a pas d'autres types de contrats, par exemple la location? Parce que si on revend, c'est-à-dire que la vente part avec le terrain, est-ce qu'il n'y a pas d'autres types de contrats, par exemple comme la location ou etc. Ou bien ça prendra trop de temps pour faire des bénéfices? Non, la location c'est une bonne idée, mais ça prendra assez de temps. Là, quand je parle de vente, c'est plus pour des personnes qui, eux, veulent du chiffre. Parce que si tu investis 3,5 millions, par exemple, je dis des bêtises, 3,5 millions pour un terrain, et qu'à la fin d'un semestre, tu as 50 voire 45 millions. Je pense que pour des chiffres, c'est vraiment concluant, en fait. Maintenant, si c'est pour des propriétés, en fait, que toi, tu veux avoir plus de terrain, en fait, là, c'est un autre cas. Là, c'est un autre cas. Tu peux faire de la location, mais dans la loi ivoirienne, la location, ça commence à partir de 15 années. Tu vois. Ah, d'accord. Merci. D'accord, merci beaucoup. Donc, je tiens à rappeler, à préciser que nous tendons à la fin de la conférence. Voilà, mais je vois encore 2 mains qui sont levées. Donc, on va se donner encore 5 petites minutes rapidement pour prendre les 2 dernières questions, sachant que ce sont des personnes qui ont déjà eu à intervenir. Donc, Monsieur B. Sinclair, vous avez encore une question, c'est ça?
ou pas. D'accord. Donc, allez-y très rapidement. Vous avez 1 minute et 30 secondes. Merci beaucoup. Je tenais à préciser que je suis une personne excentrée du monde architectural. Voilà, je le dis pour ne pas que ma question puisse paraître. Pour la personne lambda que je suis, très souvent, un architecte d'intérieur. Ce qui revient à dire qu'il y a plusieurs déclinaisons, certainement. Oui. Voilà. Donc, qu'est-ce qui diffère un architecte d'intérieur ordinaire? Et par ricochet, est-il possible à l'un de faire le métier de l'autre? Merci. Ok. Je vais répondre à la deuxième question avant la première. Dans les études d'architecture, de façon générale, l'architecture d'intérieur est une discipline. Voilà. L'architecture d'intérieur est une discipline de l'architecture générale. Voilà. Donc, un architecte, par exemple, de conception, c'est-à-dire un architecte général, développeur ou quel que soit son nom, peut faire de l'architecture d'intérieur. Voilà. Mais un architecte d'intérieur ne peut pas nécessairement faire en fait de l'architecture générale parce que faudra faire l'étude. Il y a beaucoup de choses qui diffèrent dans le sens où faudra faire en fait le plan d'assainissement environnemental, genre beaucoup de disciplines en fait qui rentrent dans le cadre de l'insertion d'une infrastructure dans un lieu donné, mais de l'insertion d'un programme immobilier dans un lieu donné. Parce que en fait, construire en fait, c'est pas seulement déposer la maison, déposer le chantier. Voilà, faudrait pas que déjà on puisse construire sur une route à venir, une route gouvernementale. Faudrait pas que des gens puissent construire sur une zone de minerai. Faudrait pas que des gens puissent construire sur une zone en fait où la nappe phréatique est un peu haute. Voilà, genre, il y a tous ces facteurs en fait qui ne sont pas en fait dans l'architecture d'intérieur. Donc c'est un peu ça en fait. Je tenais à dire toujours encore que l'architecture d'intérieur est une discipline de l'architecture générale. Merci, monsieur Kevin. Monsieur Ma, vous allez m'excuser, s'il vous plaît. Je vais donner la parole à des personnes qui n'ont pas encore eu à parler. S'il vous plaît, on va revenir à vous plus tard. Merci pour la compréhension. Monsieur Salomon, vous avez la parole. Bonsoir, j'espère que vous m'entendez déjà. Oui, essayez de parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Ma question, c'est la suivante. Quels sont d'abord les grands projets sur les 5 ans ou bien les années à venir au niveau de la Côte d'Ivoire? Et la deuxième question, quelle est l'avancée de la technologie BIM, Building Information Model, en Côte d'Ivoire? J'ai pas bien saisi la deuxième question, s'il vous plaît. La technologie BIM, Building Information Model. Si vous connaissez un peu, quelles sont les entreprises qui exercent dans ce domaine en Côte d'Ivoire et puis quelle est l'avancée au fait, de cette technologie-là au pays, en Côte d'Ivoire? Ok. Pour ma part, je connais que 4 entreprises qui exercent cette technologie-là. Il y a nous-mêmes, Kofi et Diabaté, il y a Isis, il y a Isis, eux sont plus dans la vente, mais ils font ça aussi dans leur construction. Il y a, comment on appelle ça? Il y a une société béninoise qui s'est implantée en Côte d'Ivoire récemment, dont j'oublie le nom. Et puis, la dernière entreprise, c'est le CGNN. Ceux qui ont fait le stade de BIMP que nous tous on connaît là. Ils sont en train de monter des constructions un peu petit à petit dans Abidjan, mais ils sont plus ça en fait. Maintenant, question d'opportunité pour quelqu'un qui veut investir dans l'immobilier. À part l'opportunité que j'ai présentée. Vous dites? Je demandais les projets à venir au fait. Les grands projets à venir. À part le métro que j'ai entendu parler, je ne sais pas quel grand projet au fait. Les grands projets à venir, franchement, déjà, je dois vous préciser ça. Pour ceux qui ne savent pas, c'est que la construction de particuliers va être suspendue à Abidjan pour prioriser les programmes immobiliers. C'est-à-dire, un peu comme on voit à Paris, quelqu'un viendra construire son immeuble
En fait, on va prioriser plus les appartements que des gens qui viendront construire leur villa en plein centre-ville. Ça va être suspendu pour éviter, en fait, le déséquilibre au niveau social, en fait, dans certaines zones. Par exemple, on verra que même encore dans Palmeraie, il y a des cours communes. Même encore dans Angré, il y a des cours communes. En fait, c'est pour pallier à ça que le gouvernement a décidé ça, en fait. Vous voyez que ces dernières semaines, ces derniers mois, vous conviendrez avec moi qu'ils sont en train de casser beaucoup de coins. C'est tout ça, en fait. Donc, je vous annonce en même temps ce qui viendra, en fait. Mais concernant les grands projets, comme vous dites, au niveau de l'immobilier en Côte d'Ivoire, bon, la plupart sont des projets gouvernementaux. La plupart sont des projets gouvernementaux pour mieux en fait rallier en fait tout ce qui sera point d'un autre point à un autre point, parce que c'est plus routier en fait. Tous les projets gouvernementaux qui arrivent, c'est plus routier. C'est vraiment plus routier. Parce qu'en fait, ce qu'on remarque à Abidjan surtout, c'est que il y a beaucoup plus de voitures qui sont vendues que dans les années passées, en fait. Donc, il y a beaucoup plus d'embouteillages pour beaucoup peu de routes. Donc, c'est vraiment, ce qu'ils sont en train de faire, c'est vraiment faire terminer les projets routiers, terminer les routes internationales. Voilà, en termes de projets immobiliers, bon, c'est des trucs assez confidentiels, donc je ne peux pas en parler ici, mais il y en a, mais c'est très peu. Les projets qui sont phares actuellement, c'est des projets routiers. Ok, pas de souci. Merci bien. Je voulais, si possible, vous pouvez laisser votre Gmail après, peut-être. On peut en discuter de ces choses. Peut-être, si possible, après. Il n'y a pas de souci. D'accord. Merci. Ça sera fait, M. Salmon, ne vous en faites pas. M. Claver-Chris, vous avez la parole, rapidement, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. J'aimerais tout d'abord saluer le conférencier pour la belle présentation. Malheureusement, je vous ai pris un peu tardivement. Alors, je ne sais pas si ma question était déjà répondue, mais je vais néanmoins la poser. Ma question, elle est certes un peu longue, mais se résume en ces mots suivants. J'aimerais savoir quels sont les besoins en compétences humaines, qualifiées ou hautement qualifiées, en gros, l'expertise humaine dont la Côte d'Ivoire aurait réellement besoin pour atteindre en fait l'objectif d'un pays développé en termes d'infrastructures de qualité, surtout les infrastructures qui répondent aux normes d'éco-durabilité. Merci. Donc, je résume ta question, c'est quelles sont les qualités humaines et les besoins dont la Côte d'Ivoire a réellement besoin pour atteindre ce niveau d'infrastructure en termes de durabilité et de qualité. C'est bien cela? Oui, exactement. Je dirais à quelques mots près, parce que il n'y a pas qu'aujourd'hui la durabilité à prendre en compte devant, je vais dire, la problématique du réchauffement climatique qui est un peu fréquente un peu partout. On parle en fait d'éco-durabilité, de préservation en fait de la nature et tout. Donc j'ai plus ou moins dit éco-durabilité. Merci. Voilà, en fait, en termes de durabilité, c'est plus s'informer sur les nouvelles technologies de construction. Parce que, en fait, ce qu'on a remarqué ces 5 ou 3 dernières années, c'est que les maisons en briques que nous construisons de façon classique ne sont plus adaptées pour le chemin que le climat est en train d'emprunter. Pourquoi? Parce que il fait de plus en plus chaud dans les maisons et ça se détériore plus rapidement. Donc ça, c'est de vraiment s'informer sur les nouvelles technologies de construction, les nouvelles manières de construction qui sont essentiellement chinoises. Voilà, qui sont essentiellement chinoises. Maintenant, en termes de compétences humaines, c'est vraiment la résilience. Je dirais ça pourquoi? Parce que pour qu'un travail soit bien fait et durable, il faut vraiment pas seulement la compétence en termes de compétences techniques, mais il faut aussi
en fait, un certain niveau de caractère à avoir. Pourquoi? Parce que nous sommes tous les clients et particuliers sont habitués au niveau classique de la chose. C'est-à-dire donc vraiment venir convaincre un client que à partir de 2024 jusqu'à peut-être 2030, 2035, construire sa maison préfabriquée sera mieux pour lui. Voilà, sera mieux pour lui que construire sa maison en briques en dur. Ça c'est vraiment compliqué. Donc, c'est vraiment le fait de vraiment essayer, en fait. Essayer parce que ce constat-là, il est vraiment fait parce que les maisons se détériorent de plus en plus. Et il y a tellement de besoins, en fait, qu'on construit les maisons sans trop de professionnalisme et on se rend compte que des maisons tombent, des immeubles tombent. Après peut-être 6 mois, 8 mois, voire 1 an, les immeubles tombent. Donc parce que on fait le travail à va-vite. Donc c'est vraiment l'excellence et le caractère surtout que je voulais souligner. Merci beaucoup, M. Kelvin. Donc, on va terminer avec M. Amma. Donc, M. Amma, avec votre question et tout, on ne devrait pas dépasser 20 heures, bon, pour l'heure de Moscou, 20h15, s'il vous plaît. 20h14, même, on va dire. M. Amma, vous avez la parole. Ah, ok. Merci encore à vous de m'avoir donné la parole, de m'exprimer. Et puis encore, merci à nos conférenciers également. En fait, moi, j'ai une question et puis j'ai une suggestion. En fait, moi, je pense que aujourd'hui, les infrastructures réelles dont nous avons besoin aujourd'hui en Afrique, c'est l'éducation. Moi, je pense que le véritable, sinon la clé réelle du succès de l'Afrique, c'est l'éducation. Parce que on n'est pas éduqué. Quand je parle d'éducation, je parle de l'école en fait. C'est-à-dire, on va à l'école, mais on n'est pas éduqué. Et puis aussi, j'aimerais dire ceci. Lorsque nous serions bien éduqués, je pense qu'on aura une attitude financière qui va en découler. Je prends par exemple le cas de Facebook. Mark Zuckerberg a 24% de son entreprise. Mais nous les Africains, on veut avoir une grande partie de quelque chose qui ne coûte rien que d'avoir une petite partie de quelque chose qui vaut beaucoup en fait. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, on ne veut pas faire des entreprises participatives en fait. C'est-à-dire tout le monde veut sa société, tout le monde veut sa maison. Donc c'est un véritable problème en fait pour le développement de l'Afrique. Aussi, j'aimerais poser une question à notre conférencier architecte. J'aimerais lui demander si lui, il est climato-sceptique. Parce que moi, particulièrement, je suis climato-sceptique. Je ne crois pas à l'effet du climat. Quand on nous dit que le climat, c'est ceci, c'est cela, je pense que c'est de la pure arnaque, en fait. Quand on nous parle d'écologie, moi, j'estime que c'est de la pure arnaque, en fait. Parce que une voiture électrique, elle a un impact négatif, sinon un impact élevé qu'une voiture thermique en fait. Donc j'aimerais lui demander quel est lui son point de vue, parce que moi je suis climato-sceptique, je ne crois pas à cette propagande qu'ils font à propos de l'écologie. Merci bien. Bon, moi je ne dirais pas que je suis climato-sceptique, mais je dirais que je suis plus pour la réalité des faits. Parce que il n'y a pas plus tard que l'année passée, j'étais parti à l'intérieur du pays et que j'ai vu une maison, pas une maison, on dirait un duplex qui s'est effondré. Pourquoi? Parce que en fait, les gars ont mis du tôle et ils n'ont pas mis de support. Genre, avant, en fait, ils ont un peu fait ça comme les maisons françaises. Tu vois, où on met des chambres dans le grenier, ce genre de trucs-là. Et la maison en question n'a pas pu résister. Pourquoi? Parce que dans la localité où je suis allé, il faisait très chaud. Il faisait très chaud. Rentrer dans cette maison-là, en fait, c'était vraiment comme entrer dans un four, malgré qu'il y avait des climatiseurs partout. Donc, je ne dirais pas que je suis climato-sceptique parce que des fois, les gens exagèrent aussi pour leur marketing et pour leur argent. Voilà. Mais je dirais que quand même, le climat a un certain impact. Mais je ne saurais pas te dire jusqu'où.
mais le climat a un certain impact en fait sur tout ce que nous faisons, que ce soit dans l'immobilier, dans tous les domaines. Mais je sais que des fois, quand même, des gens exagèrent en fait sur des notions, sur des chiffres, juste pour qu'ils soient entendus, juste pour qu'ils aient un peu plus de suivi et qu'ils aient leur argent. Je dirais ça pour tout. Voilà. Et je tenais à dire aussi que, désolé de te couper, je tenais à dire aussi que ce que tu dis, en fait, ce que tu as dit avant ta question, c'est vraiment vrai. Parce que sans éducation, on peut donner de l'argent à quelqu'un, sans éducation financière, il reviendra à la pauvreté. Donc, c'est vraiment vrai, en fait, de s'éduquer. Mais malheureusement, ce que nous constatons en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, c'est que nous voulons tout et tout de suite. Voilà, on n'est pas prêt à supporter le processus de l'éducation, en fait. Donc, c'est vraiment déplorable, mais chacun, on fera notre effort de vraiment continuer à sensibiliser et tout autre. Voilà, je l'ai terminé. D'accord. Merci encore pour toutes les réponses et pour tous vos éclaircissements. Malheureusement, on ne pourra pas prendre de questions supplémentaires. Par contre, on pourra vous donner les coordonnées de M. Kelvin, à savoir son mail, pour que vous puissiez lui poser les questions supplémentaires en PV. Pris par le temps, malheureusement. Donc, je suis vraiment désolée. Donc, je voudrais dire merci encore à M. Kelvin, franchement, pour cette belle conférence. Vous nous avez vraiment édifiés. Je pense que pour ceux même qui ne sont pas du corps de la sphère architecturale, on peut avoir au moins des connaissances. Et je pense que ça pourra nous servir d'une manière ou d'une autre. Donc, merci à tous ceux qui ont pris part à cette conférence. Je tiens à rappeler que la semaine académique, pardon, la semaine carrière de la Fée des Yeux continue. Donc aujourd'hui, c'était le deuxième jour. Nous avons abordé le thème les défis du développement des infrastructures en Côte d'Ivoire avec M. Kwame Kelvin. Nous allons continuer encore demain. Le thème sera le suivant, l'innovation informatique, c'est-à-dire les métiers les plus sollicités en Côte d'Ivoire. Le jour d'après, c'est-à-dire le 10, l'approche innovante sur le développement de la médecine en Côte d'Ivoire avec M. Ousmane Chérif. Et le dernier jour, le 11, nous allons parler de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire avec le président des entrepreneurs de Côte d'Ivoire, M. Ben Aziz. Donc, ne manquez pas ces événements à venir. Ne vous les faites pas raconter, s'il vous plaît. Ça sera vraiment de bons moments que nous allons passer. Voilà. Donc, je vais redonner la parole à M. Serge Guela, ex-président de la Fée des Yeux, président d'honneur, membre d'honneur de la fédération, qui va nous donner un mot pour clôturer l'événement, remercier le conférencier, et puis on pourra se dire au revoir. Monsieur Serge Guela, si vous êtes là, vous avez la parole, s'il vous plaît. Merci à tous. Et grand merci à monsieur Kwame Kelvin, voilà, pour cette belle conférence. Vous nous avez édifié et vous nous avez éclairé sur plusieurs points et j'espère que cela va nous aider, voilà, pour nous qui bientôt allons rentrer au pays. Donc ça a permis pour plusieurs d'entre nous, plusieurs de ceux qui sont connectés, voilà, de pouvoir mieux se préparer avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et merci aussi à tous ceux qui se sont connectés, qui ont pris de leur temps, voilà, de rester jusqu'à la fin de la conférence. Et merci aussi au bureau exécutif de la fédération. Voilà, merci au président Ephraim Kofi. Et demain, n'oubliez pas qu'il y a encore une autre journée de la semaine carrière et partagez l'information massivement autour de vous. Et aussi, n'oubliez pas d'être demain présent parmi nous. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup, Président Serge Guela. Je souhaite à tous de passer une excellente soirée. On se dit à demain à 18h30 heure de Moscou, 15h30 heure de Babi. Voilà, merci à tous et puis au revoir.